Christian Arbulot, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? En fait, j'ai eu plusieurs vies. On en reparlera peut-être. Je dirige une école depuis 26 ans qui s'appelle l'École de guerre économique. Et puis on a créé récemment un centre de recherche CR 451, un petit clin d'œil à Fahrenheit 451. La connaissance, c'est la liberté. 451, c'est la température qui fait brûler le papier, c'est ça ? Exactement. On va aborder aujourd'hui des concepts tels que guerre informationnelle, guerre cognitive, guerre économique. Avant de lancer une petite vidéo que votre centre de recherche a publiée, je vous pose une question. Pourquoi ne pas avoir appelé ça école de paix économique ? Tout simplement parce que je ne suis pas un candidat au suicide. C'est-à-dire que, hélas, depuis que le monde est monde, quelqu'un qui produit, il veut le vendre à la place de l'autre, si je prends cette image, et il ne donne pas. Alors, il y a eu du troc, etc., c'est vrai, il y a eu des époques plus nuancées, mais l'évolution de la société humaine depuis des siècles, elle est fondée, hélas, sur des affrontements économiques. Et si on ne se bat pas, dans le meilleur des cas, on dépend, et dans le pire, on est soumis et on n'est rien. On va envoyer la vidéo. On envoie la vidéo. Nous ne sommes pas une puissance qui considère que les ennemis de nos amis sont forcément les nôtres. Soit on collabore, soit on est pour un monde ouvert, soit on ne l'est pas. L'ennemi, c'est pas la finance. L'ennemi, c'est le chômage. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Eh ben non, si tu veux la paix, prépare la paix. Il ne faut pas avoir peur. Tout va bien. Le président Macron, ami ou ennemi ? The jury's out. Christian, pas mal cette petite vidéo. Oui, je pense qu'il fallait un peu secouer les esprits. Donc, on passe par ce genre d'instrument maintenant. On va parler tout de suite de la guerre cognitive, de la guerre informationnelle, peut-être des experts qui brassent ce type de concept d'une façon nonchalante ou très déterminée avec beaucoup d'assurance, où on les sent étudier ce concept depuis très longtemps. C'est quoi la guerre cognitive ? C'est quoi la guerre informationnelle ? La guerre cognitive, en fait, c'est comment je produis de la connaissance mieux que l'autre, comment j'occupe le terrain. Là, vraiment, si on prend la plus grosse rentabilité d'une démarche comme ça, c'est je parle, je donne de l'information, je file des solutions et je suis quelqu'un de nécessaire, je suis quelqu'un qu'on remercie même, alors que finalement, je suis quelqu'un de très habile parce que je crée le lien avec des individus qui vont petit à petit dépendre de ce que je produis comme connaissance. Et là où je veux les amener, très tranquillement, c'est moi qui remporte le morceau, comme on dit vulgairement, et eux, c'est eux qui me permettent de remporter ce morceau. Est-ce qu'il y a un phénomène d'encerclement ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des experts dans des universités pouvant être rémunérés par une puissance étrangère ? Est-ce qu'il y a des journalistes pouvant être rémunérés par des puissances étrangères, recevant quelques petites commandes ? Est-ce que sur les réseaux sociaux, l'algorithme pourrait favoriser tel type ou tel type de discours ? Est-ce qu'il y a des groupes de trolls qui peuvent attaquer les idées qui ne vont pas dans leur sens? Est-ce que les groupes de trolls peuvent être épaulés par ces mêmes journalistes dans les mêmes réseaux?
Je te laisse répondre. On est dans toute cette réalité-là, c'est-à-dire que les plus malins, c'est ceux en fait qu'on ne détecte pas. Ou trop tard. Ou trop tard, et parce que tout simplement, ils produisent une connaissance dont les gens ont pratiquement besoin. Alors je prends un exemple relativement accessible. Sur les émotions, non? Oui, sur le ressenti. Quand on a compris que le monde commençait un peu à battre de l'aile, à aller mal, on a commencé à entendre parler d'un mot un peu compliqué qu'on a appelé la résilience. Bon, la résilience... Définition de résilience? C'est la manière... alors c'était d'abord très sur la psychologie, c'est comment l'individu essaie de se surpasser par rapport aux crises qu'il va subir. Ou comment prendre sa douleur pour en ressortir renforcé, c'est ça? Voilà, exactement. Et en fait, il y a une fondation très intelligente, très professionnelle, qui s'appelle la Fondation Rockefeller, qui s'est dit, je vais lancer une idée, les 100 villes résilientes à travers le monde. Donc, très beau site internet. Et l'idée était humaniste. Et c'est vrai qu'on avait besoin de voir apparaître un système comme ça. Mais on a eu la chance, nous, à l'EGE, d'avoir une école de guerre économique, une personne qui travaillait à la mairie de Paris et qui avait vu s'installer, puisque Paris a été une de ces 100 villes choisies, le système de suivi de la résilience. Et là, elle a compris qu'on n'était pas dans une opération Mère Teresa. C'est-à-dire que ceux qui créaient cette démarche avaient quand même quelques objectifs qui n'étaient pas que des objectifs caritatifs ou humanitaires. C'est normal, c'est le business. C'est le business. Rien de... Aucun problème. Sauf que c'est pas présenté comme du business. C'est présenté comme on vient à votre secours. On vient vous aider. Mais c'est plus facile de vendre ça. C'est la meilleure manière d'influencer les gens. Il faisait peut-être ça pour pas influencer, mais simplement mieux le vendre. Alors, c'est pas si simple, dans la mesure où une fondation comme ça, je vais pas revenir sur l'histoire des Rockefeller, qui est très intéressante, surtout si on entre sur les domaines guerre économique, pétrole et autres. Bon. Mais il est clair que lorsqu'on a sorti une étude, justement, sur le sujet. Peut-être changer la fondation depuis, non? Parce que la guerre du pétrole avec les sœurs, ça a peut-être... On est très loin de tout ça. Bon. Elle a muté. Mais il est évident que cet exemple-là nous a permis de voir comment une structure, quelles que soient ses intentions, manage l'information d'une manière très intelligente. Comment elle produit de la connaissance dont les autres ont besoin. Comment les autres enrichissent, d'ailleurs, ce site Internet, puisqu'il y a un site Internet, et comment après on a des échanges d'informations, mais c'est la fondation qui gère les échanges. Et tous les conseils sont irrigués par les relais 100 villes dans le monde, c'est énorme. Et donc on a une espèce de bulle informationnelle très vivante, mais nous en face... Je vais me faire l'avocat du diable. Ouais. Je vais prendre la défense de cette fondation. Mais c'est normal, s'ils en sont arrivés là, c'est qu'ils sont plus malins, ils arrivent à mieux vendre leurs choses, ils veulent acquérir de l'information, ils acquièrent de l'information. Si en face, ça rentre comme dans du beurre, il faut pas se plaindre. Ah non, mais c'est évident, c'est-à-dire que c'est une expertise très efficace et redoutable. On avait identifié ce type d'expertise bien avant... cette expérience-là, au début des années 90, un militaire français qui revenait du Vietnam nous dit « il s'est passé quelque chose d'intéressant là-bas. Il y a des Australiens qui ont contacté des Vietnamiens pour leur dire « on va vous refaire votre système cartographique ». Pourquoi pas ? Et du côté français, bien entendu, comme d'habitude, d'un côté l'Institut géographique national, de l'autre côté Spot Image, tout le monde en ordre dispersé, pas de coordination, chacun voulant vendre ce qu'il savait faire, et ça s'arrêtait là. Mais du côté australien, quand on a commencé un peu à creuser le cas, on a commencé à voir arriver des consultants américains. Ils ne pouvaient pas
s'afficher comme tel, puisqu'il n'y avait pas de relation diplomatique à l'époque avec les États-Unis, entre le Vietnam et les États-Unis. Et pour les raisons qu'on imagine, la guerre du Vietnam était encore là, ou les conséquences. Et on a commencé à voir quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire que, au-delà de « on va vous refaire une cartographie », mais on va vous aider aussi à mieux cerner votre production de riz. On va vous aider éventuellement à exporter votre riz. On va vous amener des consultants pour vous conseiller sur un remembrement éventuel, sur un nouveau système de voies fluviales éventuellement, etc. Bref, un package, comme on dit, très séduisant. Et là, une fois de plus, ils ont fait leur job. C'est tout à fait normal. Ils étaient très bons. Et de temps en temps, quand même, les Français ont ce qu'on appelle une fulgurance. Un éclair de lucidité. Voilà. Et cet homme, un jour, a vu un militaire vietnamien lors d'une rencontre. Et il lui dit, mais vous êtes au courant de cette offre-là c'est étonnant, vous passez par des Australiens pour vous faire la cartographie. Et là, le militaire a assez mal digéré le recueil de l'information, parce que lui, bien entendu, il comprenait que non, c'était pas une opération Mère Teresa. C'était quelque chose de plus ambigu, plus compliqué, où apparaissait éventuellement un début de dépendance par rapport à un système presque donné au départ clé en main et avec le business derrière, comme vous le disiez. Donc, ce petit grain de sable, gentiment posé par cet homme militaire français, a fait que l'opération ne s'est pas finalisée. C'est intéressant parce que quand on a commencé à décortiquer ce genre d'histoire, on s'est rendu compte que... Combien de temps après ? Bon, 4-5 ans après. On s'est rendu compte que, en fait, les règles de la guerre économique étaient en train complètement d'évoluer, de muter. Il ne s'agissait plus d'afficher l'esprit conquérant, je suis le plus fort, je te soumets, j'ai la meilleure marine du monde, donc je suis le Royaume-Uni, je suis l'Empire victorien et tu as intérêt à accepter mes règles sur le trafic maritime au niveau des ports anglais et du reste. Cette arrogance-là, à la fin du XXe siècle, s'est transformée exactement en son contraire. C'est-à-dire, on est là pour séduire, on est là pour aider. On vient vous rendre service, les gars. On vient vous rendre service. Et bon, ok, il y a du business, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'on vous amène des solutions que vous n'avez pas. Et quand on a commencé à décortiquer ce genre de choses, on s'est rendu compte qu'effectivement, l'art de la nouvelle guerre économique, c'était, surtout de ne pas apparaître comme un concurrent. 2, en aucun cas d'être agressif. 3, de ne pas être perçu comme quelqu'un qui déstabilise des choses qui existent sur place. 4, de se faire des copains au niveau local, de commencer à tisser des liens. La Fondation Rockefeller, qui est une excellente fondation, elle n'hésite pas à verser des salaires de gens qui ne sont pas américains et qui bossent dans ce réseau-là, etc. Le travail mérite salaire. Oui, absolument. Tout ça n'est qu'évidence et logique. Mais on voit un art de la guerre excellent. Alors, justement, genre... 21e siècle. 21e siècle. Je me dis, mais en France, on a un truc génial, ça s'appelle la protection civile, la sécurité civile. Les pompiers français forment je ne sais combien de pompiers à l'étranger. On avait des entreprises qui fabriquaient du matériel destiné à la protection civile, etc. Et je me dis, mais comment se fait-il qu'en France, on ne fait pas la même chose? C'est-à-dire, il n'y a pas une task force qui se crée, qui réunit les différents parties prenantes dans ce monde-là, on market le concept, et comme on n'est pas mauvais, et comme on est même parfois plus efficace que d'autres, pour rétablir le courant par exemple, puisque ça englobe tout le système de résilience là, faisons-le. Eh bien on ne le fait pas. Ou alors pire, les Chinois viennent au contact, disent votre système nous intéresse. On envoie une délégation en Chine, et là, qu'est-ce qui se passe? Les chefs d'entreprise français, qui sont concurrents sur des modes de matériel,
se déchirent la tête devant les Chinois. Et qui remporte le marché des camions pour lutter contre l'incendie? Les Allemands. Donc là, il y a un problème. Il y a un vrai problème. C'est-à-dire que quand on est devant des démonstrations aussi évidentes, ça veut dire qu'effectivement, la guerre cognitive, on n'a toujours pas compris ce que c'était. 2, on n'est toujours pas capable de la mettre en avant et de la créer. Sur les populations, ça donne quoi la guerre cognitive? Alors déjà, pourquoi ça prend? Est-ce que c'est parce que notre système éducatif est sous pression? Est-ce que ça prend parce que nos journalistes se font prendre un peu à faire le ménage à gauche, à droite, et puis à faire le ménage pour des puissances étrangères, à gauche, à droite? Est-ce que la population qui perd confiance dans ces institutions, c'est pas un terrain propice à toutes les propagandes, à laisser notre population civile aux quatre vents de toutes les propagandes? Si, et aucun effort n'est fait pour remédier à ça. Il y a des fact-checkers. Oui, mais c'est un problème systémique en fait. Moi, je me souviens d'une réunion qui m'a marqué dans ma vie. J'ai eu plusieurs vies. Un jour, au début des années 80, je travaillais pour un magazine qui s'appelait Antenne, qui était financé par la Ligue de l'enseignement. Et je me retrouve, ça portait sur la télévision, et je me retrouve devant le comité exécutif de la Ligue de l'enseignement, rue Récamier. C'était à l'époque la plus grosse structure associative française, plusieurs, je ne sais plus, 30 000 associations, c'est énorme. Et on aborde un sujet à un moment donné qui est l'introduction de l'informatique à l'école. Et là, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu en face de moi des gens, mais qui ne voulaient pas entendre parler de ça, parce que comment on allait faire alors que tous les territoires étaient déjà bien posés, le français, l'histoire, les maths, j'en passe, et les meilleurs sur l'ensemble. Il n'y a pas de territoire pour ça. Mais créer un territoire pour ça, mais oulala, c'est remettre en question tout le système. Quand, 20 ans plus tard, un Indien qui vient de l'EPITA et qui fait l'école de guerre économique... L'EPITA, c'est bien. Bah, il a la double culture en plus. Il me dit, mais tu sais Christian, comment ça s'est passé en Inde? Bah, je dis non, je ne sais pas. Le politique indien, un jour, a dit, notre programme d'enseignement, au niveau des collèges et surtout des lycées, on va le modifier pendant un certain temps pour mettre de côté certaines matières, certains territoires cognitifs, au profit des maths et de l'initiation au codage informatique élémentaire et des choses comme ça. Décision politique. Acceptation du système d'enseignement indien. Le résultat de ça, on le voit aujourd'hui. Il y a des universités, il y a des ingénieurs informatiques, et l'Inde s'est positionnée de manière très intéressante dans ce qu'on appelle le marché de l'informatique. Imaginons qu'en France, un pouvoir politique dise au ministre de l'Éducation nationale, à ses inspecteurs généraux et à tout ce qu'il y a en dessous, parce qu'on considère que c'est une priorité nationale de développer l'économie numérique, on va mettre en sommeil telle et telle matière pendant 15 ans et on va mettre la priorité maximale sur telle ou telle autre matière. On n'a pas de budget. Et puis c'est même pas pensable. On n'a pas de budget. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On n'a pas formé les enseignants. On n'a pas de budget et surtout, parce que c'est ça le problème, comment va réagir le corps enseignant? Il ne faut pas l'oublier, ce corps enseignant. Il fait ce qu'il peut. Il souffre déjà. Il souffre énormément, on le sait, mais... On ne fait pas grand-chose. On les laisse souffrir. On les laisse souffrir et on ne leur tend pas la main pour leur donner des pistes sans les traumatiser. Et là, oui, il faut du jus de cerveau. Là, les fameux inspecteurs généraux qui, pour l'instant, hélas, participent à l'effondrement global du système éducatif. Selon vous? C'est mon avis, parce que moi, je réceptionne des étudiants en bac plus 4 et 5, et je vois comment il faut rattraper un certain nombre de choses. Et ce que je remarque, c'est qu'il n'y a pas d'envie intellectuelle, j'ai employé un adjectif
ô combien ambitieux pour se dire « Je ne suis pas là simplement pour sauver ces jeunes d'une détresse sociale. Je suis là aussi pour contribuer à créer un système qui va permettre à une économie de se développer de manière à ce que ces jeunes trouvent un job, de manière à ce que ces jeunes soient dans une économie plus dynamique, de manière à ce qu'on trace des pistes que moi, enseignant, je contribue à aider à ma modeste mesure cette nouvelle dynamique créative. Il n'y a pas. Comment on fait pour endurcir une population on va prendre l'exemple des Français. Comment on fait pour endurcir les Français? Comment on fait pour, quand il y a une opération qui est dirigée depuis l'extérieur pour influencer notre population, pour aller dans un sens d'un vote ou dans un sens d'un autre vote, ou pour être contestataire sur un sujet énergétique ou un autre sujet énergétique, comment on fait pour les endurcir au jour d'aujourd'hui? Alors, si on je vais prendre un exemple. L'agriculture. L'énergie, non? Celui-là, je pourrais le prendre parce qu'on a amené notre petite pierre de touche sur un dossier qui s'est appelé « J'attaque » et en tapant sur « Mais c'est quoi l'Allemagne? Pourquoi elle nous a fait du mal comme ça? D'accord? Pourquoi elle nous a déstabilisés à ce point ?» Vous avez des preuves de ça? On a fait un dossier qui est une grille de lecture avec des logiques de démonstration, avec les sources, les références. On n'a rien inventé. On a simplement reconstitué un puzzle que finalement personne n'avait voulu vraiment réaliser. Et là, on a dit, voilà le problème. Maintenant, attention avec ceux qui construisent des puzzles, parce que des fois, ils ont leur propre biais cognitif. On est d'accord. On est d'accord. Hein. On est d'accord. Honnêtement, l'objectif, c'était simplement d'essayer de mettre à plat les différents aspects du problème. Pas simplement un ou deux, mais l'ensemble. Et qu'est-ce qu'on fait avec cet ensemble? Comment on l'analyse? Donc, si je reviens à l'agriculture, l'exemple, on voit arriver des nouveaux entrants dans le monde agricole qui disent on va sauver l'humanité pour la nourrir à l'horizon 2050 parce que les filières traditionnelles ne pourront pas le faire. Et on voit arriver là deux types d'acteurs. Des gens de la Silicon Valley et des gens de l'agroalimentaire américain. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent faisons de l'agriculture cellulaire, faisons de la viande artificielle. Allons sur ces terrains-là. D'abord, et là il s'adresse aux financiers, vous n'aurez pas les problèmes de débat sur la vie des animaux, les conditions d'élevage, etc., etc. Le CO2. Le CO2, etc. Là, on fait de mal à personne, disent-ils, et on va fabriquer de l'alimentation. Petit détail, alors on s'est penché sur cette question-là, et j'ai constaté que le monde agricole français, au début, ne réagissait pas. La filière viande, elle se vivait dans son propre univers. Et jusqu'au moment où ils ont commencé à comprendre qu'elle était menacée de disparition à terme. Et à partir de ce moment-là, sur quoi on a travaillé? Mais au fait, cette histoire d'agriculture cellulaire ou de viande artificielle, quand il y a eu les OGM, il y a quelqu'un qui a levé le doigt, qui s'appelait José Bové, qui a dit, il s'adressait au président de l'Académie des sciences, une émission célèbre de la télévision, « Monsieur, vous êtes un scientifique, pouvez-vous me certifier que ça ne rendra pas malade, les OGM ?» Et en bon scientifique, l'homme a répondu, « Mais non, je ne peux pas vous le certifier. » Il y a toujours une marge d'incertitude. De cette absence de réponse-là est née une contestation groupusculaire anti-OGM qui a été une des plus belles guerres de l'information réussie par des acteurs de la société civile en étant une toute petite force, ce qui a abouti au résultat des OGM aujourd'hui au niveau de l'Europe. Qui est? Eh ben, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas mener une agriculture à base d'OGM. En revanche, on importe énormément de viande venant d'ailleurs élevée à base d'OGM et on la consomme. Ça dérange personne, ok? Belle contradiction. Mais si j'en viens à l'agriculture cellulaire, moi je pose une question. Vous pouvez me dire si ça va rendre malade ou pas?
La même question. Avec les OGM, on ne voit pas trop de malades quand même. Mais il y en a... Non, mais justement, c'est ça qui est On ne voit peut-être intéressant. pas du tout. C'est-à-dire qu'au moment où a été déclenchée l'attaque contre les OGM, dans l'industrie pharmaceutique, on commençait à produire de plus en plus de médicaments à base d'OGM. Donc, s'il y avait vraiment eu une guerre de l'information à l'époque, c'était de dire, d'un côté, vous demandez si ça rend malade quand on consomme de l'alimentation à base d'OGM, et de l'autre, ça soigne, si je caricature. Alors comment on fait là ? Sauf que cette guerre de l'information n'a pas eu lieu. Je me souviens d'un homme qui s'appelait Pierre Pagès, qui dirigeait le groupe Limagrin, et qui était confronté à ça, puisqu'on lui fauchait ses champs, enfin, il était confronté à des attaques informationnelles assez précises. Il n'a pas pu réagir à ce problème. Pourquoi ? Parce que l'industrie pharmaceutique ne voulait en aucun cas être associée à la polémique qui était en train de naître. J'ouvre une parenthèse pour défendre les faucheurs quand même. Il n'y avait pas que ça, il y avait aussi le fait que le pollen pouvait aller se balader, il y avait... On est bien d'accord que c'est un vrai débat. Mais pour moi, si on va jusqu'au bout du débat, si je me mets dans le camp des faucheurs, ok, avec mon action, je contribue à interdire les expériences et les cultures à base d'OGM, mais dans ce cas-là, les camions qui transportent de la viande qui vient d'élevage à base d'OGM élevée à l'étranger, pourquoi je ne les bloque pas ? Pourquoi on a cette hypocrisie incroyable que toute une partie de la viande consommée en France est à base d'OGM ? Viande importée. C'est quoi vos chiffres ? Ça vient d'où ? Les chiffres, ça je peux vous renvoyer une étude qu'on a faite sur ce sujet-là. Il faudra la renvoyer à notre communauté. Mais je vous l'envoie. Non, mais vous avez raison de me le signaler. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais on a travaillé sur cette question et on voit bien qu'il y avait un véritable problème de déséquilibre dans le débat. Là, je parle simplement de comment poser le débat. C'est-à-dire, si on va jusqu'au bout, on interdit la viande d'élevage à base d'OGM. Peu importe d'ailleurs, à la limite, l'amplitude du phénomène. À l'heure actuelle, nous sommes en guerre, à 3 heures de vol de Paris. Ouais. Quel regard vous portez sur la guerre informationnelle ? Que ce soit la guerre informationnelle qui vient des Russes, la guerre informationnelle qui vient de l'Ukraine, la guerre informationnelle qui vient de l'OTAN, la guerre informationnelle de tout le monde. On se rappelle au début de la guerre, l'île du serpent, et puis après, il n'y a pas eu l'île du serpent, et ainsi de suite, ça continue des deux côtés. C'est juste de la propagande de guerre, comme à la propagande de guerre à la papa, alors qu'il y a des milliers de morts de chaque côté, des dizaines de milliers de morts de chaque côté, des populations déplacées, des gamins à la rue, sans toit, sans maison, des animaux de compagnie largués, en veux-tu, en voilà. Quel regard vous portez sur ce qui se passe ? Alors, on a commencé sur un plan très pratique. C'est-à-dire que dès le début de la guerre, il y a à l'école de guerre économique, il y a ce qu'on appelle un club qui fait de l'OSINT, donc la recherche d'informations. En source ouverte ? En source ouverte, uniquement, je précise. Et ce groupe d'étudiants a commencé, mais vraiment dès le début, à regarder ce qui passait sur Internet, à regarder tout ce qui était émis en images, en micro-vidéos, etc., etc. Sur quels canaux ? Sur les canaux disponibles de l'époque, et c'est vrai qu'à ce moment-là, ce petit groupe d'étudiants a travaillé avec Titelmans et Cosmos et a réalisé un certain nombre de travaux qui avaient une valeur, je pense, relativement démonstrative. Ce qui a étonné à l'époque, d'ailleurs, c'est pourquoi on a réagi aussi vite. C'est vrai que là, on a réagi et on était au bon niveau du tempo. On a continué aussi, dans la même veine, à essayer d'observer comment apparaissaient les confrontations, c'est-à-dire ceux qui commentaient ce qui se passait. Et on voyait des choses assez basiques d'ailleurs, hein. Franchement, un des points faibles à l'époque, de ceux qui étaient, ou qu'on qualifie de pro-russes, c'était qu'ils ne faisaient jamais de critique sur ce qui se passait côté russe. Ça, la ficelle est grosse quand même. Et c'est un point faible. Côté ukrainien, on pouvait s'interroger à l'époque pourquoi il n'y a pas eu d'image sur la fameuse prise de l'aéroport, l'échec de ce coup militaire pour aller sur Kiev, et comment
l'image était traitée côté ukrainien. C'est-à-dire, il nous a semblé que... alors, est-ce que c'était de la pudeur de ne pas montrer des corps de soldats russes qui avaient été... Certainement. Il y avait certainement ça, parce que ça fait partie de la complexité de deux peuples qui s'affrontent et qui sont en même temps quand même relativement proches pour mille raisons. Mais on s'est rendu compte que très vite, il allait falloir vraiment faire la part des choses entre les deux systèmes de guerre de l'information qui étaient en train de se développer. Je note que depuis peu, la vice-présidente des États-Unis, pour la première fois, a pris la parole sur, elle a appelé ça des crimes de guerre contre l'humanité, sur des faits commis par des troupes russes sur territoire ukrainien. C'est beaucoup de temps pour prendre la parole sur un sujet pareil. C'est-à-dire que ça aussi, ça nous a interpellés. Il faut le temps qu'ils enquêtent, il faut aller sur le terrain, collecter les preuves. Absolument. On est dans une situation tendue. Si on voit les États-Unis débarquer sur ça, ils se plantent. Absolument. Ils n'ont pas les bonnes preuves. C'est normal qu'ils aient le temps. On est d'accord, mais quand on voit ce que les Américains sont capables et quand on connaît leur force de frappe informationnelle, tout vecteur confondu, là je ne parle pas simplement du département d'État ou de tout ce qui est affilié aux autorités fédérales. Je ne vois pas de rouleau compresseur venir des États-Unis pour dire ce problème-là, c'est un problème majeur et on fait dessus vers les sociétés civiles avec tous les vecteurs possibles, on en fait un vrai sujet. J'ai entendu un discours, point, et ça se limite à ça. Donc pourquoi je mets ça en avant? Parce que en progressant dans la guerre, on se rend compte que il y a une manière de mener la guerre de l'information, que ce soit du côté ukrainien ou que ce soit du côté russe, qui exige une analyse beaucoup plus pointue que ce qu'on a aujourd'hui. On a quand même plein d'experts super pointus. Oui, en principe, mais pas tant que ça. Les experts super pointus, oui, moi, le jour où la guerre a commencé, j'avais une réunion avec le général Jean-Claude Gallet sur un autre sujet, et qui me dit, on était le jour du déclenchement de l'attaque. Si les Russes n'arrivent pas à aller chercher Zelensky dans les 48 heures à Kiev, c'est le début de l'enlisement de leur opération. Et il avait raison. Et Gallet, je pense, a largement le cheminement professionnel et la compétence pour avoir dit ça. C'était un militaire français, il n'était plus en activité, c'est le directeur de sécurité de Michelin aujourd'hui, mais il avait raison, d'accord? Mais dans l'époque actuelle, à quoi on est confronté? On est confronté à différentes guerres de l'information. La première, là où les Russes ne sont pas au maximum de ce qu'ils pourraient faire, c'est que... C'est quoi le maximum? C'est que les gens commencent à les croire au premier degré. C'est-à-dire quand on dit à qui profite la guerre sur le plan économique. C'est pas très compliqué de constater que pour l'instant, c'est les États-Unis d'Amérique. C'est pas l'Europe. Les Russes pourraient être tapés très très dur là-dessus. Finalement, ils le font pas tant que ça. C'est intéressant d'ailleurs. Et on peut se poser la question, pourquoi ils ne le font pas plus que ça? Peut-être que vous ne l'avez pas vu. Alors, peut-être que je ne l'ai pas vu, c'est vrai, c'est vrai. Mais moi, j'observe surtout ce qu'on écoute et ce qui est dit ici. C'est-à-dire, je pars du périmètre informationnel France, voire un peu plus. Et là, je constate qu'on a une faille, parce que quand j'observe ce qui se dit côté pro-ukrainien, en France, notamment, sur ce sujet-là, il n'y a pas un mot. C'est-à-dire, ça peut être considéré comme une faille, comme un point faible. Et comment on argumente? Comment on le contre? Rien. Zéro discours. C'est un effort de guerre économique aussi. Mais là, on va sur un deuxième terrain. C'est la question que vous me posiez au tout début. Pourquoi on n'a pas vu la guerre économique? Alors là, je suis obligé de réouvrir un tiroir d'une ancienne vie. Au début des années 90, il y avait des gens qui ont publié, même dans les années 80, excusez-moi. Les fameux soviétologues.
Je ne sais pas si des soviétologues, mais je me souviens d'écrits émanant à l'époque du secrétariat général de la Défense nationale, où il était dit, la guerre économique, ça n'existe pas. Ça existe dans le cadre d'un conflit militaire, mais en situation de paix, c'est un faux concept. Donc si vous voulez, au moment où Ronald Reagan déclenchait une guerre économique du temps de paix vers les Russes pour leur couper l'approvisionnement en céréales, puisque les Russes importaient énormément de céréales américaines pour nourrir la population. Et là, les Américains, ils étaient aux manettes pour créer le maximum de troupes possible en Russie par des besoins non satisfaits sur les besoins vitaux alimentaires de la population, se nourrir. Donc, moi, ça fait quand même pas mal d'années que je travaille sur ce sujet-là. Le parcours du combattant pour essayer de faire comprendre que la guerre économique, c'est pas un fantasme, c'est pas un délire de je ne sais quoi, mais c'est une réalité. Mais c'est un parcours du combattant qui a duré 30 ans. 30 ans. Et heureusement qu'est arrivé, non pas le sauveur, mais il a fallu attendre M. Donald Trump, président des États-Unis, pour ouvrir les volets et dire voilà ce que c'est la guerre économique entre la Chine et les États-Unis. Et là, gros tremblement de terre, échelle 8 sur l'échelle de Richter. C'est ça. Comment on va faire? Le président des États-Unis d'Amérique reconnaît officiellement qu'il y a un affrontement entre deux puissances qu'on croyait limité aux problèmes de territoire, le Tibet, les revendications du côté de la Chine et les fameux atolls. La fameuse ligne en 7 points. Voilà, exactement. En pointillé. J'ai un trou de mémoire. Bref, des aspects géopolitiques, des aspects géographiques, la question de Taïwan, et quoi qu'à l'époque elle était largement en sommeil, le problème d'Hong Kong était déjà présent, lui, et en fait, toute cette réalité-là, il n'y avait pas un mot sur la guerre économique avant Trump. Et il n'y avait pas un mot. Mais c'est pas vrai. Robert Guillaumeau. Ah. Le petit Robert. Je vous parle pas le grand Robert. Oui, je vous parle pas de la petite communauté d'intelligence économique en France qui avait travaillé là-dessus. D'ailleurs, a muté d'ailleurs. Hein. C'est plus les mêmes. Oui, on est bien d'accord. Mais qui étaient traverser le désert en permanence. Parce qu'ils avaient beau mettre sur la table un certain nombre de réalités de ce type, on ne voulait pas les entendre, on ne les écoutait pas, ils n'existaient pas. Il y a des jeux de guerre économique ou pas? Ce qu'on appelle des wargames, alors pour ceux qui jouent avec les tanks, les avions et les bateaux. Est-ce qu'il y a des wargames de guerre économique? Des jeux de guerre économique? Est-ce qu'on anticipe, on fait des scénarios? Est-ce qu'on fait des scénarios où on se dit « Oh bah tiens... les Russes, ils sont en train de se préparer à sortir d'Internet. Bah tiens, ils sont en train de se préparer à sortir de Swift. Oh bah tiens, ils sont en train d'accumuler de l'or depuis des années. Oh bah tiens, ils ont des nouvelles armes. Oh bah tiens, alors il y a Bloomberg qui vient de réaliser que grâce à la guerre en Ukraine, on comprend qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui produisent des engrais. Ah bah tiens, qu'est-ce qui se passe si les engrais sont plus bien exportés ou si on boycotte les engrais? Qu'est-ce que ça fait sur le prix de la bouffe? Est-ce que ça va créer des soldats zombies russes dans notre propre territoire parce qu'ils en ont marre de l'inflation, ils en ont marre de tout ça, ainsi de suite. Est-ce qu'on fait des jeux de guerre de tout ça? Est-ce que tu as déjà entendu... Il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Alors, non, mais je donne un exemple. Attends, j'ai pas fini. Je suis désolé, je parle beaucoup. Vas-y. Ça me fait plaisir de te voir. Okay. On a résisté à la pandémie. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Donc, quand on voit le collège interarmé de défense se muter en école de guerre, on se dit, putain, les gars, on fait des jeux de guerre économique ou pas? Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça? Ou peut-être que tu n'as pas le niveau d'accréditation suffisamment important? Ça commence à venir. Ça commence à venir. Mais attention, c'est pas parce qu'on a la chance d'avoir un général Burkhardt qui a compris ça, et quelques personnes qui l'entourent aussi, que l'armée a compris ça.
Mais l'armée, ça fait bien longtemps qu'elle a compris. Non, non, Je suis pas parce d'accord. que le problème est là. Le problème est là. C'est-à-dire, je donne un exemple qui, quand même, est très significatif. On sait bien que tout le monde militaire, et en particulier en France, est très à l'écoute de ce qui se passe dans le monde anglo-saxon, est très à l'écoute de ce qui se passe dans le temps, est très à l'écoute dans tout ce que publie ce monde anglo-saxon au niveau stratégique, au niveau géopolitique, au niveau politico-militaire, etc. C'est une guerre cognitive. Oui, bien sûr que c'en est une. Mais qu'est-ce que j'ai appris il y a à peine 5 jours? Le King's College de Londres, qui est quand même une des écoles les plus prestigieuses du Royaume-Uni, Il a sorti un papier sur la guerre cognitive. non, a créé un laboratoire il y a 1 an. C'est un professeur canadien qui l'a créé et qui a dit, mais comment ça se fait qu'il n'y a que les Français qui travaillent sur la guerre économique? Alors, soyons raisonnables. Ça, c'est de l'intoxication, parce qu'il n'y a pas que les Français. Je parle au niveau académique et laboratoire de recherche. Et ce laboratoire, qui est constitué surtout de gens qui sont dans le milieu militaire britannique d'ailleurs, ou l'économie de défense, veut travailler avec l'école de guerre économique et la Stockholm School of Economics. Pourquoi je dis ça? Parce que pour la première fois, le système fonctionne à l'envers. C'est-à-dire qu'en France, on a créé, ça fait 26 ans, nous, qu'on travaille là-dessus à travers une école. Et t'en as pas pondu des trucs importants, ils sont pas aux manettes, tes petits poulains, là. Il y en a pas mal de choses. Ouais. Ça, ils l'ont étudié. Et c'est vrai que quand on a créé le concept d'intelligence économique dans les années 90, Economic War... Attends. Robert Guillaumeau, rendre à César ce qui était... oui, Bernard oui. Eisenberg. Oui, mais bien entendu. Mais là, je parle Economic War, c'est-à-dire, est-ce que le concept existait dans le monde anglo-saxon? Non, ça ne veut rien dire. À l'époque, c'est ce qu'on nous disait. Les anglo-saxons nous disaient, qu'est-ce que vous faisiez, la guerre économique? Non, c'est un faux concept. Alors, pour pas perdre nos auditeurs, pourquoi c'est important la guerre économique? Est-ce que c'est important parce que un chômeur coûte plus cher qu'un mort quand on est en guerre? Entre autres, oui. Est-ce que c'est parce que quand on se fait déboîter notre industrie, ça crée des chômeurs, donc ça affaiblit d'autant plus le pays? Pourquoi c'est important la guerre économique? C'est important parce que quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, l'affaiblissement de l'économie française, c'est d'abord une absence totale de vision stratégique sur la guerre économique. C'est-à-dire que on est en train de redécouvrir, mais il a fallu la pandémie plus la guerre en Ukraine et ses conséquences, pour découvrir que le monde, c'est pas que le marché, quoi. C'est pas j'invente, je fabrique et je vends, et c'est ça le principal. On découvre aujourd'hui, il suffit les Français, ils voient bien ce que ça leur coûte dans leur note d'électricité, ce que ça leur coûte dans ce qu'ils payent au niveau de l'essence, ce que ça leur coûte au niveau quand ils vont en supermarché ou dans des magasins pour acheter des produits. Toute cette mutation négative qui pénalise la vie quotidienne des Français, c'est pas simplement un problème d'adaptation et de jeu financier ou de marché. Et je vais me faire l'avocat du diable. C'est un effort de guerre économique qu'on demande à la population sans leur dire. Alors, oui, Ou en leur disant. on leur dit pas. Ben, on leur dit. On leur dit il faut aider les Ukrainiens, c'est un dommage collatéral. Ah non, d'inflation. attention. On va leur dire exactement cette formule-là. Il faut aider les Ukrainiens. Mais on ne va pas leur dire ce que nous, on essaie de démontrer depuis pas mal de temps. Qui déstabilise l'économie française sur le long terme? Les ordres de grandeur. C'est qui? Le premier pays, quand on a fait un sondage dans les milieux de l'intelligence économique. Lesquels? Parce que des milieux d'intelligence économique, on va dire qu'il y a plusieurs factions. Alors, c'est ceux qui font du conseil, c'est ceux qui travaillent au contact des entreprises. Et la réponse, ça a été les États-Unis d'Amérique. Ça... Mais non, c'est pas possible. Si. Mais non. Ah, si. Mais non. C'est la réponse qui est sortie. Et pourquoi les États-Unis? C'était encore des pro-russes, ça, non? Évidemment, dès le moment où on dit ça, c'est terminé. On passe pour
pro-russe ou je ne sais quoi. Mais le problème, c'est que lorsqu'on regarde ce qui se passe aujourd'hui, les Américains sont en train de créer un système de protectionnisme, d'accord? Ils l'affichent, ils le revendiquent. Nous, je parle de l'Europe, là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et si je commence à sortir les dossiers les uns après les autres, on se cache. Je vais citer un de mes intervenants, Nicolas Raveil, qui bosse beaucoup là-dessus au niveau de l'Europe, sur les échanges entre États-Unis et Europe en disant finalement, l'Europe avait une position plus forte que les États-Unis. C'est-à-dire qu'elle avait un commerce excédentaire par rapport aux États-Unis. Les États-Unis étaient moins puissants que l'Europe dans les échanges entre les États-Unis et l'Europe. Et on dit, mais tout va bien alors, puisqu'on n'est plus fort qu'eux en matière d'échanges commerciaux. Non. Ça c'est un miroir très déformant, parce que quand on commence à rentrer vraiment dans le dur, c'est-à-dire la désindustrialisation, c'est-à-dire l'incapacité à maîtriser le monde matériel, c'est-à-dire l'incapacité à gérer sans être dépendant les technologies de l'information et tout ce qui en découle. Je parlais de l'agriculture, mais je pourrais citer beaucoup d'autres secteurs. Là, je parle de la France, puisque en l'occurrence il s'agit de la France. On s'affaiblit. Et le problème... Il n'est pas sorti de Saint-Cyr pour avoir constaté ça. Oui, c'est évident, mais il y a un seul problème, c'est est-ce que, par rapport à cet affaiblissement, il existe aujourd'hui, au plus haut niveau de l'État, un comité de stratégique pour dire comment stopper l'affaiblissement. Je renvoie à l'exemple classique, archi, pas connu, mais évident. Quel est le seul personnage du monde politique français au XXe siècle qui a dit « on va essayer de réduire notre dépendance économique par rapport aux États-Unis d'Amérique ». Arnaud Montebourg. Non, c'est le général de Gaulle. Ah. Et le général de Gaulle, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé Elf-Aquitaine, il a créé des quotas par rapport au commerce que les multinationales américaines avaient en France. Il a essayé, et il a échoué, de créer une industrie informatique. Parce qu'il a eu face à lui des capitaines d'industrie français qui ne l'ont pas suivi. Et c'était pourtant le général de Gaulle. Il n'était pas assez puissant pour lutter contre un milieu économique français qui s'était déjà mis depuis longtemps en situation de dépendance acceptée. On dépend des États-Unis, ils nous assurent notre sécurité, donc on en paiera le prix et ça marchera comme ça. Donc notre problème aujourd'hui, c'est que dans les coulisses, bien sûr qu'on n'ose pas reconnaître les choses. On a mis combien de temps pour oser lever le doigt en disant le fait que l'Allemagne accroisse sa puissance par le biais de l'économie et que malheureusement ça peut nous pénaliser. C'est depuis peu de temps qu'on ose susurrer cette phrase. Et la question, c'est comment on fait pour ne pas continuer à être affaibli, y compris par l'Allemagne, et pas simplement les États-Unis, la Chine ou d'autres. Alors, comment on fait? On les conseille. Si l'Allemagne se vautre, il y a l'euro qui se vautre. Il faut aider l'Allemagne. Tout à l'heure... C'est nos copains, les Allemands. Ils nous ont jamais embêtés. C'est nos copains, ça dépend en quoi. Depuis Chirac et Kohl. Oui, non mais... Là, on est dans la commedia dell'arte, peut-être nécessaire. Hein. C'est très bien que Mitterrand tienne la main d'un chancelier allemand à Verdun avec cette vision très symbolique. Franchement, il fallait le faire. Mais absolument. Je ne suis pas du tout contre ça. Mais il faut quand même avoir et garder les pieds sur terre. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a des rapprochements ô combien nécessaires. On s'est fait endormir. On portait des lunettes roses, on avait la fleur au fusil, on avait un petit bandana de hippie, on allait tous s'embrasser sur la bouche avec l'Europe. Où sont nos fins limiers? Où sont nos prédateurs? Où sont nos aigles, nos buses, nos busards? Parce que des buses, on en voit beaucoup. Mais où sont nos chouettes? Alors, parlons déjà des prédateurs au sens conquérant. Il y en a. Il est évident qu'en France, il y a des entreprises très offensives,
que ce soit des grandes, mais aussi des moyennes, voire des petites. À un détail près. Nous n'avons jamais en Pâques. Par exemple. À un détail près, c'est que l'équipe France, celle qu'on pourrait voir apparaître en Allemagne, je vais répéter cette image, mais qui est toujours la même, c'est-à-dire que quand on met dans une salle des Allemands qui sont concurrents, mais qui à la fin de la réunion doivent sortir avec une idée stratégique commune, ils se déchirent la tête pendant toute la durée de la réunion, mais à la fin, ils sortent avec une stratégie commune. Nous, le problème, c'est qu'on n'arrive même pas à les réunir. Je cite un exemple qui, moi, m'a marqué dans mon petit périmètre de l'intelligence économique. Quand Édouard Balladur a créé ce fameux comité pour la compétitivité et la sécurité économique, c'est la seule fois où un Premier ministre français acceptait de présider une réunion allant dans le sens que tu dis. Mais les gens qui étaient à qui on avait demandé à l'époque de venir, le PDG d'Elf, il y avait encore Elf, et d'autres, mais ils ne savaient pas pourquoi ils étaient là. Elf, quand même, si, c'était qui à l'époque? C'était le Floch. Pardon? Le Floch Prigent? Non. C'était pas le Floch Prigent. C'est juste après. C'est juste après. Mais il ne savait pas. Lui, il était déjà dans la logique marché, dans la post-vision gaullienne, c'est-à-dire je suis elle, je suis une multinationale, mon enjeu, c'est de satisfaire le système dans lequel je suis, donc un système qui ne fonctionne que sur des logiques de rentabilité financière et de réussir un business model et un business plan et tout ce qui va avec. Ce comité, hélas, c'était une très bonne idée, mais encore fallait-il que les gens qui composent ce comité aillent dans une direction, émettent au moins quelques idées qui allaient permettre au Premier ministre de l'époque d'avancer et d'être dans des logiques de combat. Dans cette direction, il faut avoir un prisme de lecture perçant, il faut avoir de la prospective, il faut avoir un bon diagnostic. Est-ce que ce diagnostic est fait? Quand on voit des petites Chinoises se balader près de nos bases de sous-marins, se marier à gauche à droite, quand on voit des Américains financer des think tanks, quand on voit des Russes financer des ONG ou des dirigeants allemands, quand on voit tout ça, on n'a plus d'oreilles, on n'a plus d'antennes, on n'a jamais voulu, on était feignants. On était quoi? On était cossards, on ne voulait pas s'atteler à la chose? Ou est-ce qu'on était déjà tellement vérolés qu'on nous a caressés dans le sens du poil pour éviter que nos buses, nos busards, nos aigles et nos chouettes se restent bien endormis? Il y a eu quelques moments où on s'est réveillé. Rappelons-nous, là, on est dans la science-fiction, mais... Dans les années 80, la DGSE avait un réseau d'espionnage sur le territoire américain assez important et avec là des objectifs très très précis sur l'industrie informatique qui a été démantelé parce que, semble-t-il, si je crois le journaliste de l'Express qui a traité ce sujet-là, et on peut retrouver ses articles sur Internet d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a eu des états d'âme à Paris parce qu'on espionnait un pays allié. Et c'était à l'époque où Pierre Marion était le premier patron de la DGSE. Avant, c'était le SDEC, et donc on changeait de nom. Mais, et d'époque, bien sûr. Lorsqu'il y a eu la révélation de ce réseau, qui était important, il y avait plusieurs dizaines de cadres d'entreprises françaises avec leurs filiales ou qui travaillaient aux États-Unis, qui renseignaient ce réseau. C'était vraiment une véritable démarche offensive. Après, c'était terminé. Il était hors de question de recommencer une histoire comme ça. D'accord, mais quand nous, on a appris, grâce à Edward Snowden, que nos boîtes, nos présidents, les contrats qui dépassaient un certain nombre de milliers de dollars, tout de suite étaient sous le regard de la NSA, est-ce qu'on s'est un petit peu énervé? Est-ce que toi, dans ton école, tu as des services qui sont passés en disant, voilà, bon, pop, il va nous falloir nous affûter tout ça?
Est-ce que tu participes au recrutement de certains pour nos services, pour notre État? Est-ce qu'ils sont venus te voir en disant bon, ok, maintenant, faut s'affûter un peu là? Ça s'est pas passé comme ça. Qu'on participe au recrutement, oui, ça c'est vrai. Alors, peut-être la DGSE ou les Chinois. Hein. Non, mais de toute façon, hélas, il y a différents types de publics qui arrivent. Non, mais ce qui est vrai, c'est qu'on a 3000 anciens aujourd'hui. C'est pas énorme, mais c'est déjà un petit nombre. Et sur les 3000, il y en a au moins 200, voire 300 qui ont travaillé ou qui travaillent dans les services de renseignement et de sécurité français. Ce qui est déjà une proportion intéressante. Et là, il y a eu un début de 109. Mais ce n'est pas les services qui sont venus nous voir en disant allez-y les gars, il y a un programme à créer. Là, on a créé un programme M1-RANS. C'est la première fois qu'on sort un peu du cadre intelligence économique, source ouverte, et qu'on essaie de voir côté renseignement comment les deux se combinent. Personne ne nous a demandé de le faire. On s'est automissionné pour le faire. La plupart des éléments créatifs de l'EGE, c'est de l'automission. Et ben alors, c'est très français, ça, l'automission. Ah, mais complètement, mais c'est vrai. Et ça, c'est plutôt une bonne chose d'ailleurs, parce que l'automission, c'est la créativité. Et la grande force de l'école de guerre économique, c'est qu'on a eu cette chance extraordinaire qu'on nous laisse créer. Et là, je remercie aussi bien Monsieur Joseph qui nous a accueillis dans ses locaux à l'ESSELSCA, mais je remercie aussi bien, y compris le groupe Planeta actuel qui est le propriétaire de l'EGE et qui continue à nous laisser créer. Là, on est presque de nouveau dans X-Files au bon sens du terme. Nous ne sommes pas entravés en termes de créativité. Qui peut prétendre ça en France aujourd'hui? C'est notre chance. On dit que le renseignement, c'est... Alors, il faut que je retrouve la phrase exacte, vous me corrigerez si je me plante. C'est un domaine de roi fait par des truands. Oui. Les profils pour entrer à l'EGE, c'est quoi? Est-ce que tu arrives à détecter les gamins qui pensent en dehors de la boîte, mais pas perchés? Oui. Des gamins qui pensent patriotisme, défense du territoire, défense de nos entreprises et donc défense de notre souveraineté. Alors, la vocation de l'EGE au départ, c'était ça. C'est pour ça qu'on nous a regardé très bizarrement, parce qu'on s'était mis... C'est les petits cercles d'intelligence économique qui étaient oui, mais c'était sur des salons feutrés à s'échanger des petites cartes et à se mettre en groupe sur Twitter. Ah non, c'était... Alors là, je rends à César ce qui revient à César. C'est 3 généraux qui n'étaient plus en activité, mais qui étaient toujours bien présents dans cette dynamique-là. Donc, je les cite parce que c'est important. Le général Mermet, le général Pichot-Duclos, avec qui j'ai créé l'école de guerre économique. Mermet avait dirigé la DGSE, Pichot-Duclos avait son dernier temps de commandement, c'était l'école interarmée du renseignement et des études linguistiques. Et un homme qui n'apparaît pas comme tel, mais qui a joué un rôle énorme dans la création de l'EGE, c'est le général Alain Guénéron de Marolles, qui avait recréé le service action du SDEC au début des années 70, et que j'ai rencontré presque par hasard quand j'étais prof à l'école alsacienne, et avec qui j'ai noué un lien d'amitié. Marolles ne m'a jamais rien raconté sur son activité. Encore heureux. Et c'était un homme très sérieux. En revanche, on a vraiment parlé de la culture subversive, des cultures du renseignement, de la sociologie de ce monde-là, de la manière, parce que la grande force de Marolles, qui n'était pas forcément compris même au sein du SDEC par d'autres, c'est que Marolles avait compris, et ça c'est très vraiment un seigneur, qu'il fallait fusionner la culture du faible à la culture du fort. C'est ce que font les Chinois et les Russes. Mais bien entendu. Là, ce qui se passe, alors tu parlais du fait que en 90, les Russes, ils crevaient un peu la dalle, ils étaient sous le joug des céréales américaines et ainsi de suite. Les Chinois, ils sont quoi? Ils sont un peu fâchés d'avoir été transformés en toxicos il y a 100 ans. Ils sont un peu fâchés d'avoir été tabassés par les Japonais d'une façon innommable. Oui.
Ils sont fâchés parce qu'on les a pris pour des débiles mentaux, je vais être vulgaire, mais des cutéreux de seconde zone. Et ils ont fermé leur bouche, ils ont courbé le dos, ils ont fait le dos rond, ils ont bossé. Ce qui a eu comme peut-être conséquence de faire émerger un parti très radicalisé. C'est clair. Là, ils font quoi les Chinois? Ils veulent quoi? Quand on voit la guerre en Ukraine, quand on voit les Russes, les Chinois, les Américains, on a l'impression qu'ils ont tous le feu aux fesses parce qu'ils ont peur de quelque chose. Et quand les empires ont peur, les empires deviennent dangereux. Absolument. Ils ont peur de quoi, les Américains? Ils ont peur de quoi, les Chinois? Ils ont peur de quoi, les Russes? Bon, je parle pas des Européens, parce que les Européens, c'est un petit peu, dans le Roi Lion, t'as des hyènes, et nous, on est un peu la hyène un peu débile. Ils font quoi? Les Américains ont peur de quoi? Quelle est la peur de ces empires? Alors, je prends une image vraiment qui permet de bien cerner ce que tu viens de dire. Au début des années 90, quand on interrogeait les Américains sur la Chine... C'est qui, les Américains? Alors, ça pouvait être des représentants du département d'État, ça pouvait être des représentants du Pentagone, ça pouvait être des représentants des services de renseignement américains, ça pouvait être des représentants du monde des affaires et de la finance américaine. Tu avais 5 avis différents. Les 2 derniers, eux, il était très clair, je parle du monde des affaires et des finances, faut y aller, c'est le nouvel Eldorado. Le Parti communiste chinois, il va s'effondrer comme le Parti communiste russe. Ils sont morts, on y va. Et on ne cherche pas trop à aller plus loin. C'est le nouvel Eldorado. En face, tu l'as dit, mais les Chinois, eux, qui étaient quand même très très faibles à la sortie de la révolution culturelle et dans la situation très compliquée du début de la période Deng Xiaoping. Mais toujours avec cet esprit de culture millénaire. Mais bien entendu, ils ont pondu une stratégie. Et la stratégie, c'était de leurrer le monde occidental. Ils veulent nous prendre pour des faibles. Ils veulent nous considérer comme un Eldorado. Mais jouons-leur la pièce de l'Eldorado. Et les Chinois, d'ailleurs, ont fait beaucoup plus fort que les Japonais, qui, eux, à l'ère Meiji... Fort dans quel sens? En termes de torture ou Non, les Japonais, Chinois, ils ne voulaient pas que les boîtes occidentales s'installent au Japon. Ils ont toujours été très vigilants là-dessus. Les Japonais ou les Chinois? Les Japonais. Oui. Mais les Chinois, eux, ils ont dit, venez, zone économique spéciale, et on élargit, et on passe les joint ventures, etc. Mais en corrigeant petit à petit les accords commerciaux, en serrant petit à petit le lacet mouillé autour du cou de ces braves occidentaux qui pensaient, mais faire de très belles affaires, utiliser une main-d'œuvre qui valait pratiquement rien, etc., etc. Donc, j'en reviens à cette image. Quand tu as 5 caricatures américaines qui ne sont pas d'accord et où les 2 dominantes, je parle des années 90, et surtout le monde des affaires, les financiers, tu te doutes bien que c'est compliqué de déchiffrer ce qui se passe en face. Même si au Pentagone, tu as des gens qui commencent à se dire on va avoir des problèmes en mer de Chine, on va risquer des affrontements peut-être limités, mais il y a un problème politico-militaire, etc. Non. Je vais prendre la défense des Chinois. Quand on voit les Américains sécuriser le collier de perles depuis des décennies, tu vois ce que c'est le collier de perles? Le collier de perles, le petit chapelet Oui. principale route commerciale chinoise entrante et sortante. Ils ont fait aussi l'anaconda autour des Chinois. Est-ce que tous ces empires ne créent pas leurs propres démons? Quand je faisais une boutade à la Guillaume Meurice, d'ailleurs, qui était très bonne, école de paix économique, ouais. Est-ce que tous ces blocs ne créent pas je vais être vulgaire, de monstres? À force de les encercler, à force de se mettre des croche-pattes, à force de tout ça, ça crée des super monstres. C'est clair. C'est clair. Alors, ce qui est intéressant quand tu reviens sur l'histoire de paix économique, tu prends les 12 résolutions du plan chinois par rapport à l'Ukraine. Qui n'est pas un plan de paix. Mais qui n'est pas du tout un plan de paix, mais qui, en revanche, est l'expression la plus claire de la stratégie chinoise pour, justement, naviguer en eau trouble et entre les risques de conflits militaires, entre préserver une certaine forme de mondialisation des échanges.
C'est-à-dire qu'ils continuent à tendre la main pour préserver ce qui leur apporte de l'argent et qui consolide leur économie. Ils ont même, l'été dernier, il y a quand même Xi Jinping qui discute avec Macron et le chancelier, c'était encore, est-ce que c'était la chancelière allemande qui, Angela Merkel. oui, pour dire, mais venez avec nous. Maintenons cette mondialisation heureuse, pacifique. Venez avec nous. C'est-à-dire que les Chinois jouent au Go, on le sait, ils ne jouent pas aux échecs. Ils sont, tu disais tout à l'heure, tu sortais le mot encerclement. Mais ça, c'est un mot hyper important. C'est-à-dire que quand nous, à l'école de guerre économique, on parle d'encerclement cognitif et de contre-encerclement cognitif, on n'est pas dans l'abstrait, on n'est pas dans la stratosphère. On essaie d'expliquer comment celui qui encercle endort l'autre. Endort l'autre. Le calme, le caresse, le rassure, lui offre des petites choses, voire parfois un peu plus que des petites choses. La chambre garnie. Mais bien, ça peut aller jusque-là, bien sûr. Mais, De chocolat. et ça provoque quoi? Quand je vois qu'aujourd'hui, il y a des groupes du CAC 40 qui n'ont pas de plan B, alors que certains font 30% de leur chiffre d'affaires en Chine, n'ont pas de plan B au cas où il y a une rupture avec la Chine, et c'est pour le vous que ça dure. On continue à cachetonner et on ne s'occupe pas du reste. Comment c'est possible, ça ? Comment c'est possible en 2023 d'être encore dans cette incapacité de regarder ce qui se passe, de l'analyser? Et là, on est au niveau des états-majors de groupes du CAC 40. Pas de plan B. Short et tongs. Oui, on peut prendre cette image, et encore quoi que c'est un peu déplacé comme vêtement pour eux. Non, mais on en est là. Donc là, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème, c'est que si on en revient à la France, lorsque sortent des bouquins intéressants, j'en prends un, David Todd, L'Empire de velours. Qu'est-ce qu'il explique, David Todd? Alors, c'est aux éditions de la Découverte, alors tout de suite, une partie des gens vont dire, édition de la Découverte, gauchiste, attention, donc il va dénigrer la France. Gauchiste, c'est un mot interdit ici. Non, mais en gros, tu vois ce que je veux dire. David Todd sort, c'est un universitaire, il est à Sciences Po aujourd'hui, avant il enseignait dans une ville du Royaume-Uni. Il nous explique qu'entre 1815 et la fin du 19e siècle, la France avait une stratégie, non pas de conquête territoriale militaire, mais une stratégie de rachat de dettes de pays pour les rendre dépendants d'elle. Exemple l'Égypte, jusqu'à ce qu'il y ait l'arrivée des Britanniques, et là, avec leurs troupes militaires. On a même inventé l'extraterritorialité du droit avant les Américains. Et c'était quoi l'extraterritorialité du droit? C'est que quand un citoyen français qui vivait en Égypte, pays dépendant de la France par rachat de dette, c'était un juge français qui venait du juger. C'était pas un juge égyptien. Donc c'est pas la même que l'extraterritorialité du droit américain aujourd'hui, qui est nettement plus costaud en termes... Invasive. Voilà, exactement. Donc, eh bien, qui a lu le livre de David Todd? Non pas pour dire « Ah, le méchant capitalisme », etc. Non, pour essayer de comprendre comment, dans notre pays, il y a eu des évolutions stratégiques, il y a eu des périodes où il y avait des gens qui vraiment avaient des plans en tête pour avancer. Alors, je ne vais pas les juger sur le fond, je ne vais pas dire c'est bien, c'est mal, mais il y avait de la stratégie. Là, souvent, à l'école de guerre économique, on fait de l'archéologie. C'est-à-dire, on ramasse des petits morceaux du vase, non pas de Soissons, mais qui tombent par terre, pour les recoller. Pour les recoller. C'est-à-dire qu'on essaie de comprendre comment reconstituer le cheminement de notre propre histoire pour essayer de voir où sont les ruptures, où est-ce qu'il y a eu des discontinuités, les étapes qu'on a ratées. Tu parlais de l'armée et de la guerre économique. Ben oui, Première Guerre mondiale. Pourquoi des étapes qu'on a ratées? Ah ben, je te donne un exemple. On a un militaire qui s'appelle lieutenant-colonel Lahaye, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Le nerf de la guerre, Première Guerre mondiale, qui revient sur
les archives du service historique des armées, et qui explique que durant la Première Guerre mondiale, et là c'est très français, il y avait une étude avant le déclenchement de la guerre sur, attention, les pays neutres vont jouer un rôle non négligeable s'il y a une guerre militaire. Tu as fait une conférence avec lui, hein, Exactement. Qui était filmée avec une caméra de surveillance et enregistrée avec un babyphone, non? Voilà, c'est à peu près ça. À la Viette, si tu veux. Et donc... À la quoi? À la Viette. De l'époque. Oui, Okay. Ouais, enfin, j'exagère, mais c'est quand même ça. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire bonjour à Toine et à Vintan. Le message est passé. Et donc, qu'est-ce qui nous explique? C'est qu'au début de la guerre, là, le vieux rapport que personne ne voulait lire et prendre en compte, on le ressort, et on découvre que la guerre 14-18, ça va être aussi une guerre économique redoutable. Georges-Henri de Soutou a écrit un très bon bouquin là-dessus, mais des historiens militaires aussi du service historique des armées, justement, et la Haye, qui revient avec un bouquin qui nous explique qu'on invente un système. On invente un système pour regarder ce qui se passe dans les pays neutres. Ensuite, pour installer des réseaux d'agents. Ensuite, pour commencer à saboter, à parasiter. Là, on voit apparaître, il parle d'un agent. Tu parlais tout à l'heure de truand. C'est pas un truand, mais c'est un type qui est quand même borderline. Ce type-là, il va jouer un rôle très intéressant. Il a tellement envie de se battre, ce type-là, qu'il va même affréter un bateau. Bien entendu, l'armée française ne va pas l'armer, c'est les Britanniques qui vont armer son bateau. Il va aller couler des cargos qui transportent des produits nécessaires à l'Allemagne pour continuer la guerre. J'ouvre une parenthèse. Est-ce qu'on peut faire le même parallèle avec Nord Stream? Est-ce que Nord Stream qui pète, parce que là on entend que le gouvernement ukrainien dit ça n'a rien à voir avec nous. Le gouvernement américain qui dit ça n'a rien à voir avec nous, c'est un groupe de pro-ukrainiens. Est-ce que ici, Monsieur Hersch dit bah, c'est les Américains avec les Norvégiens pour vendre le gaz, vous comprenez, et puis avec d'autres gars. Est-ce que ça peut être des renégats qui ont décidé de... On va taper Nord Stream parce qu'il faut quand même décider un peu les Allemands. Il faut les décider à arrêter. Non, mais je te réponds à ça, mais en prenant l'exemple... C'est la fine équipe du Rainbow Warrior. Mais j'entends bien, mais je garde l'exemple pour aller sur la question que tu poses. Le type en question, il était tellement efficace qu'à un moment donné, il est rentré dans les conflits d'individus, on l'a rapatrié en France et on a failli l'envoyer au front en première ligne comme simple bidasse, d'accord? Là, heureusement, il a été protégé, on l'a mis dans un placard et on l'a ressorti et c'est devenu un type qui rendait compte à Clémenceau, président du Conseil, sur ce qu'il faisait, parce qu'il était retourné dans ces fameux pays neutres du nord de l'Europe pour continuer à saboter l'approvisionnement de l'Allemagne. C'était les Britanniques, les Français? Non, là c'était du financement français. Et tu avais un vrai système au ministère de la Guerre, qui gérait ça et qui l'avait professionnalisé à tel point que, et ça c'est une très belle découverte de la Haye, ce type en question, il va filer de l'argent aux embryons du mouvement spartakiste allemand pour déstabiliser sur zone des troupes, notamment les fameux marins. C'est du financement français. On s'est baïssé sur l'art allemand qui amène le brave Lénine de Suisse en Russie pour accélérer le processus révolutionnaire, mais les Français ont fait une chose quasiment identique sous un autre genre. Donc on a un système comme ça. À la fin de la Première Guerre mondiale, l'armée dit « mais voilà, continuons ce système en temps de paix. » Terminé. Et là, je reviens à ta question. L'opération sur le Nord Stream et le pipe, je suis désolé, c'est pas la 4e équipe du Rainbow Warrior, quoi. C'est pas des mecs sur un voilier qui vont plonger, aller poser une petite charge. Oh, c'était 40 mètres et on a retrouvé des traces d'explosifs sur le yacht appartenant à un Ukrainien. Ben, c'est sûr, ouais, c'est sûr. Non, faut être sérieux, quoi. C'est une action redoutable, avec un résultat redoutable. Nous, d'ailleurs, on en subit indirectement certaines conséquences, les Allemands, mais pas que les Allemands. Et là, on voit qu'est-ce que c'est que l'aspect politico-militaire de la guerre économique, parce que c'est une véritable opération.
Est-ce que tu as vu le discours du directeur de chez Stratford de 2015? Non, je n'ai pas vu. Ah, je te le conseille, c'est D'accord. petit caviar, ça dure 11 minutes et des passages et des brouettes. Stratford, directeur, vous avez trouvé ça, c'est organisé par un think tank américain. Ok. C'est à voir. Hein. 2015. Revenons à Nord Stream. On en est où là? Est-ce que y a une enquête? Il n'y a pas d'enquête? Est-ce que ça va avancer? Plus que ça. On a des précédents quand même. Les précédents, c'est tout sera fait pour qu'il y ait 0 résultat. Mais non, c'est pas possible ça. Eh ben, on va voir. On prend le pari. Tu crois peut-être qu'on va voir arriver subitement une information comme quoi c'est les services de renseignement américains qui ont pété Nord Stream? Mais c'est peut-être pas eux. D'accord? Disons une force qui a la même capacité de frappe, mais c'est pas possible. C'est pas acceptable, c'est pas gérable. Donc on ne saura pas. Mais ça va dans les deux sens. Un livre très intéressant de Philippe Masson, L'homme et la guerre, explique que durant la guerre froide, quand les Français ont fourni aux Américains les documents de l'affaire Farewell, c'est-à-dire des milliers de documents... L'affaire Farewell, l'affaire Vladimir Vetrov, grâce à nous, service français, je te laisse expliquer un peu... je ne sais plus quel grade il avait, un officier supérieur du KGB qui travaillait dans la direction qui s'occupait, pour faire simple, du pillage technique et technologique du côté monde occidental, notamment, trahit et balance... Pourquoi ? Ça, c'est toute une histoire. Je préfère rester sur cette ligne de crête. Il trahit et il fournit à la direction de la surveillance du territoire, donc contre-espionnage policier français, une masse énorme d'informations. Et finalement, l'information est transmise aux Américains. Là, vas-y, donne un petit détail quand même. Pourquoi Farewell? Pourquoi tout ça? Parce que il file aux Français et à Mitterrand oui. le fait que les Russes ont les codes pour annuler les frappes nucléaires américaines. Et quand Mitterrand, on lui pose la question, un Américain lui dit « Comment allez-vous, monsieur Mitterrand ?» Et lui, il dit « Farewell !» Tout à fait. Dans le bouquin de Masson, je termine parce que tu vas comprendre. Il y a un Américain qui est dans le système américain qui voit ça et qui dit « D'accord, ils nous pillent comme ça. Eh bien, on va leur piéger des choses. » Et ils piègent les choses. Et ça réussit parce que ça provoque, sur le territoire de l'Union soviétique, un certain nombre de problèmes. Ce type-là, il passe sa vie, il se retrouve en retraite, et il va avoir une fin qui est que je pense que les Russes se sont souvenus de lui et l'ont dégagé. C'est une non-histoire. Mais bien sûr, ils l'ont flingué. C'est une non-histoire. C'est-à-dire que ça marche dans les deux sens, si tu veux. Dans ces logiques de coups tordus et d'opérations spécifiques avec des enjeux quand même lourds, parce que les deux exemples, c'est des enjeux lourds. Le gaz d'un côté et de l'autre, comment tu pièges celui qui est en train de te piller pour lui fausser l'utilisation d'un certain nombre de technologies, c'est des enjeux lourds. On est dans la partie sombre et invisible de l'histoire. Est-ce que tu as vu passer le fait qu'un officier du renseignement allemand s'est fait retourner par les Russes pour 90 000 euros? Ça t'a fait penser à quoi quand tu as vu se passer ça? C'est très récent. Hein. Et d'ailleurs, il aurait fourni aux Russes des secrets français de la DGSE. Alors, bon, là, on est dans un univers particulier. N'oublie pas que moi, je suis dans les sources ouvertes et je suis, comme toi, je réceptionne ce genre de choses. Ce qui est sûr, c'est qu'actuellement, les Russes sont très actifs en France. Le problème des Français, c'est qu'ils ont identifié un certain nombre d'agents russes. Il fut un temps où le contre-espionnage français menait des opérations de contre-espionnage dit offensif. Ça se fait toujours. Hein. Oui, mais pas avec le même talent et la même liberté d'action
Attends, ils ont quand même chopé les gars. Oui, non, Annecy. mais quand ils peuvent les choper et aller jusqu'au bout, expulsion ou autre, ok. Mais là, je parle pas de les choper, là. Je parle de tenter de les retourner. Je parle de tenter de leur faire perdre la face. Il y a une scène qui est une très belle scène de la DST où ils piègent un agent du bloc de l'Est dans un restaurant et tous les gens du restaurant sont des gens de la DST. Ceux qui servent, ceux qui sont au comptoir, etc. Et le type, je te laisse imaginer la tête qu'il a. Mais le but, c'était de le casser psychologiquement. C'était à la limite même pas de l'expulser. Retourner des agents. Mais aujourd'hui, retourner des agents, il faut prendre des risques. Et c'est vrai à la DGSE comme à la DST. La notion de prise de risque. Prise de risque. Je suis désolé. C'est quelque chose de compliqué. Aujourd'hui, nous avons des situations dans l'organisation française. Il y a un bruit de fond qui circule dans les coulisses des médias. 1000 personnes ont quitté la DGSE sur 7000. Donc c'est un bruit de couloir, ça. Ah, je suis pas sûr que ça soit un bruit de couloir. Donc, un bruit de couloir, c'est un truc qui traîne, pas sourcé. Non, parce que ce bruit-là, moi, je l'ai pas entendu forcément dans un couloir. Pourquoi il y a ce problème? Imagine un problème qui n'est pas sourcé, donc après. Mettons que ça soit un. Mais et si c'était vrai, d'accord? Quelle est l'entreprise qui peut se permettre de perdre 1/7 de ses effectifs? Aucune. Quand tu as besoin de réduire les coûts, c'est Oui, vachement bien. non, mais là, attention, ceux qui partent, c'est pas ceux qu'on dégage, c'est ceux qui décident de partir. Mais ils partent pour se reconvertir dans le privé, dans le civil, ou ils se font retourner pour d'autres puissances? Non, pas du tout. C'est des gens qui sont déçus, qui sont frustrés. À la DRM, il y en a combien qui sont partis? Je sais pas. Mais ce qui est clair, c'est que tu as un problème. Si ce problème si l'information est réelle, c'est un véritable problème. C'est un problème. Comment fonctionne le système? Tu me parlais en tout début d'émission, la guerre économique, la guerre de l'information, la guerre cognitive. On a parlé de guerre économique, on a parlé de guerre cognitive. Parlons de la guerre de l'information. La guerre de l'information, c'est une guerre offensive. Question? On est offensif où? Eh ben voilà, eh ben t'as répondu. Comment on passe à l'offensive? Qui veut mener une guerre? T'as vu les couteaux affûtés qu'on a dans le tiroir? Non mais sans déconner. Non mais on a un problème. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'en trouvant tous les prétextes possibles et imaginables, les faux prétextes, c'est qu'on ne veut pas mener de guerre offensive. Encore une fois, je rouvre un tiroir d'une ancienne vie. Juillet et au responsable à l'intelligence économique. Alain Juillet. Je revendique le fait de lui avoir suggéré de créer un groupe de travail, on ne va pas appeler ça guerre de l'information, sur le risque informationnel. Il le crée. Je suis habilité pour y participer. Je suis le seul privé à participer alors qu'il n'y a que des fonctionnaires. Je suis la cheville ouvrière du sous-groupe mode opératoire, et je m'arrêterai là parce que le reste est classifié. Mais le résultat de ce travail, c'est de dire la guerre de l'information, elle n'est qu'offensive. La guerre de l'information défensive, ça ne veut strictement rien dire. Ça ne rapporte quasiment rien. C'est un peu l'image de la gestion de crise en entreprise, si tu veux. Est-ce que à force de trop être offensif, ça peut être contre-productif? Bien sûr, mais bien entendu. Mener de l'offensive, c'est pas être un gros bourrin qui fonce pour exploser la tête de tout le monde avec des idées bien arrêtées et une certaine agressivité naturelle. Non. Et les faire passer pour des débiles, c'est ça? Exactement. On peut être dans la finesse, on peut choisir, on peut avoir des résultats pertinents, mais à une seule condition. Encore faut-il appuyer sur le bouton. D'accord. Est-ce que ça, c'est pas des viles mesures qui ne vont que créer encore plus de monstres autour de nous? Est-ce qu'il ne faut pas avoir un corps diplomatique
qui mettent les choses à plat, calmement. Là, on a l'impression que le corps diplomatique, c'est simplement pour gagner du temps, faire passer la pilule et polir, genre gentiment, un peu. Tu vois la pub Brochet-Suchard? Oui. D'accord. Donc, là, est-ce qu'il ne faut pas un vrai corps diplomatique où on se pose et on parle franchement? Franchement, ça veut dire Oui, bien sûr. on arrête de se mettre des couteaux dans le dos parce qu'il y a un réchauffement climatique dramatique qui va tous nous toucher. Et si on se la joue trop perso, bah, ça risque d'être compliqué. Est-ce qu'il ne faut pas, un moment, un autre, arrêter de se faire la guerre? On dit tout le temps, à l'ère du nucléaire, le seul ennemi, c'est la guerre. Bien sûr. Est-ce qu'il ne faut pas arrêter les anciennes méthodes et prendre un nouveau chemin? Et est-ce que la France, avec ce qui lui reste de crédibilité, Oui. devrait pas prendre la tête ou le lead de ça? Moi, je crois que c'est une excellente idée. Est-ce que c'est pas un peu trop bisounours? Non, je crois pas. Bien entendu, il faut quand même avoir la capacité de ne pas se faire balader ou pas trop se faire mordre. Mais la stratégie qui reste à l'Europe même, au-delà même de la France, c'est d'être une force de proposition de paix, mais pas comme la Société des Nations, et où on se retrouve à Munich avec les pseudo-résultats de la négociation. On a préservé la paix. Tu te souviens de l'histoire, et tout le monde, en partie, s'en souvient. Là, oui, il est clair que s'il doit y avoir une stratégie France et une stratégie Europe, c'est pour arriver à un accord d'arrêt des combats en Ukraine. Ça, c'est quelque chose qui est absolument fondamental. Mais même à l'échelle internationale, autre que l'Ukraine. Mais bien entendu, mais même sur d'autres fronts. Avec tout le respect qu'on peut avoir pour les milliers de morts, l'Ukraine, le conflit ukrainien, ça n'est que l'écume des choses. On est parfaitement d'accord. Mais pour aller... Derrière, il y a le deuxième effet qui se coule, la Chine. Bien sûr. Taïwan. Mais pour aller dans cette direction-là, si on n'a pas les moyens, tu parlais d'une mutation du Quai d'Orsay, qui est en cours d'ailleurs, parce que on voit apparaître des jeunes diplomates qui ont envie de faire ce que tu dis, qui ont envie d'être utiles, qui ont envie de rentrer dans un processus, allez, je prends un terme marxiste, dialectique, au bon sens du terme. C'est-à-dire que vraiment, il y ait des enchaînements d'actions qui aboutissent à du concret. Mais c'est évident que, c'est pas le problème du somnambulisme, c'est le problème de la perte de mémoire. Tu parles du somnambulisme en faisant référence aux dormeurs du quai? Non, je parle de cette expression qui revient de plus en plus, comme quoi nous sommes des somnambules qui allons droit vers la guerre. Moi, oui, c'est un constat, mais ce que je veux simplement dire, c'est qu'il ne faut surtout pas être amnésique. Et pas être amnésique, c'est bien comprendre les 2 dernières guerres mondiales, comment elles se sont déclenchées, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, pour arriver à ce que tu suggères, c'est-à-dire qu'on ne fasse pas un bis repetita avec des gens qui se laissent, sans même s'en rendre compte, et là je parle des peuples, de nouveau engagés dans une logique d'engrenage qui va les amener au grand n'importe quoi d'une logique militaire, parce que la finalité de la logique militaire, on la connaît. On la connaît. Qu'est-ce que ça rapporte? Attends, là, non. Parce que les militaires, c'est pas eux les responsables. Je n'incrimine pas les militaires. La guerre, je suis d'accord avec ça. Je dis, ne confondons pas la définition des objectifs. Bien sûr qu'il faut une armée, bien sûr qu'il faut qu'elle s'entraîne, bien sûr qu'il faut qu'elle soit équipée, bien sûr qu'elle doit être capable éventuellement de nous défendre si le besoin s'en fait sentir, mais à une seule condition, c'est que cette réalité-là, absolument incontournable, ne doit pas masquer les autres. Et les autres, c'est quoi? Dans le monde dans lequel on entre progressivement, la priorité absolue, c'est d'éviter la confrontation thermonucléaire. Et je ne dis pas ça en étant un idiot utile du bloc post-soviétique qui a joué sur ces questions-là à certains moments. Je dis ça tout simplement parce que les peuples européens, là je parle des peuples européens, ne veulent pas aller dans cette direction.
Cet engrenage-là, ils n'en veulent pas. C'est quoi tes sources? Les sources, on n'a toujours pas fait de sondage pour demander aux Français qui est prêt à revêtir un uniforme pour aller combattre sur le terrain militaire. Oui, mais ça, c'est pas un argument, ça. Oui, mais c'est quand même une réalité. En 39, Note 45, bien qu'il n'y a aucun sondage 45, ils là-dessus. ne voulaient pas se castagner. Hein. Oui, non, mais tu vois ce que je veux dire. On fait des sondages dans tous les sens, mais là, il n'y en a pas. Et pourquoi il n'y en a pas? Mais tout simplement parce qu'on sait très bien qu'il y a un écart monumental entre les discours sur la guerre de haute intensité et ce fait de s'y préparer et l'attitude des peuples par rapport à ça. Pourquoi je dis qu'il ne faut pas être amnésique? Il fallait rester passif quand il y a une invasion à 3 heures de Paris? Il fallait faire quoi? Non, il fallait, et ça a été fait, je pense. Prévenir? Ça aurait été intéressant de prévenir. Mais pour prévenir, on retombe sur les problèmes habituels. Quelles sont les stratégies des uns et des autres? Quelles sont les pierres qui bougent sur le goban, comme on dit au jeu de Go? Qui fait quoi? Et où est-ce qu'on est, nous? Si nous, on est simplement un pays supplétif qui suit une stratégie qui nous dépasse et qu'on ne cherche pas à voir ou à contrer, il ne faut pas venir pleurer après. On suit et on entre dans l'engrenage. Si on a ce courage, mais on l'a eu parfois, je ne vais pas revenir sur l'exemple cité qui nous a coûté cher, mais on a assumé le prix de ne pas aller dans la guerre en Irak, comme ça a été décidé à un certain moment. Et je pense qu'on n'a pas eu tort de ne pas aller dans la guerre en Irak. Les Américains nous l'ont fait payer. Hein. Mais, ils ont débaptisé. Mais je dis qu'on en a payé le prix. Mais il faut accepter de payer certains prix de certaines décisions. Est-ce que là, la France, elle est tellement short économiquement parlant qu'elle ne peut plus payer? Elle ne peut plus payer sa souveraineté, elle ne peut plus payer. Si elle sort du rang, si elle sort de la grande vague, soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous, on est tellement en short que... C'est un peu l'explication qui est dit ici et là, c'est-à-dire... où ici et là? Dans certains ministères, dans certains centres de décision. C'est quoi tes sources? Les sources, c'est quand on discute avec des fonctionnaires qui sont aux manettes et qui disent vous êtes bien gentils avec vos propositions X ou Y, mais voilà la situation. Et la situation, c'est qu'effectivement, nous sommes un pays fragile. Mais je repasse la bobine à l'envers et je le fais par provocation. On est un pays de... Ho Chi Minh et Giap, au tout début, c'était quoi, eux? C'était quoi? Ils n'étaient pas fragiles, eux? Alors nous, on le situe où, le curseur de la fragilité? Parce que si on commence à faire un peu d'histoire contemporaine, on va voir que des petites forces fragiles, alors certes, qui ont été aidées par la suite par des grosses forces, Giap et Ho Chi Minh, au début, c'était les États-Unis. Après, ça a été la Chine communiste, puis l'Union soviétique, etc. Mais n'empêche que ces petites forces se sont battues et ont remporté d'abord des petites victoires, puis ensuite des grandes victoires. C'est la stratégie qui se passe en Ukraine avec Zelensky? Je pense qu'il s'inscrit un peu dans un schéma de ce type, sachant que il a en face de lui la Russie. Donc il a en face de lui un pays qui a la mémoire de cette culture. Alors tu parles de quelle mémoire? De la bravoure, de se sacrifier, c'est cette culture un peu triste et cynique face à la mort? D'une part, mais aussi la culture subversive. Elle n'a pas été forcément enterrée avec la disparition du mur de Berlin. Il y a, certes, elle a muté. C'est quoi comme métier, Poutine, avant? Il était officier du KGB, je crois, si j'ai bonne mémoire. Donc, il y a tout cette... Rancœur, cet acquis. Je pense quand même, et c'est pas pour excuser le fait qu'ils envahissent un pays et qu'ils l'attaquent militairement, mais on sait très bien que sous Helsinki, les Américains étaient là, à côté d'Helsinki. Et qu'on peut imaginer qu'en Russie,
sans parler de renaissance du communisme. Yeltsin était détesté, hein. Il est toujours, d'ailleurs. Il y avait un problème, quoi. Il y avait un problème. Tu te fais pas ligoter littéralement, comme ça, avec ce pays, son histoire compliquée, difficile, mais... On paye l'attitude de la Russie due à l'effondrement de 90 et le fait que les États-Unis leur ont marché dessus, quoi. Les ont laissés sans dignité, sans rien. La génération qui est au pouvoir maintenant, la plupart, c'est la génération de 90. On est bien d'accord. Et eux se rappellent très très bien des misères. Quand on connaît bien la règle qu'il faut toujours sauver la face quelque part d'un pays que tu mets à genoux. Il faut quand même lui laisser une porte de sortie. Je pense que sur ce qui s'est passé en Russie durant la période Yeltsin, il n'y avait pas vraiment de porte de sortie. C'était un régime qui était en train de s'effondrer. Et il n'est pas étonnant de voir le rebond par la suite. C'était logique. Ils ont fait un rebond à la chinoise? Alors, ils l'ont fait partiellement. Ils l'ont fait sur le complexe militaire-industriel. Ils l'ont fait sur éviter l'apparition d'un capitalisme russe qui échappait au contrôle potentiel d'un pouvoir politique, recherchant une nouvelle souveraineté. Ça, c'est en l'occurrence Poutine. Parce que c'est un peu trop facile de dire Poutine, c'est un copain de ceux qui se mettent de l'argent plein les poches. Regardez, oui, il a un yacht, on ne l'a pas intercepté quand il était près de Monaco, etc. Ok, mais attendez, alors là on peut faire les comparaisons à tous les étages, dans tous les systèmes et tous les empires. Ça, c'est vraiment des arguments qui n'ont pas beaucoup de poids. La vraie réalité, c'est qu'on n'assume pas effectivement la manière dont les États-Unis se comportent en termes d'empire. On n'arrive pas à digérer cette réalité-là. Et on n'arrive surtout pas à en parler. Ça, c'est un énorme problème. Pourquoi on ne peut pas en parler? Parce qu'on s'est tellement habitué à la dépendance. Il ne faut pas oublier qu'on est allé chercher les États-Unis après 1945 pour qu'ils maintiennent des bases américaines en Europe, par peur, surtout en France, d'une réaction du Parti communiste français, qui était le premier parti de France, et éventuellement d'une dégradation de la situation en Europe à cause des positions prises en Europe de l'Est. Donc, la sécurité est devenue la sécurité américaine. Et quand même, ils font le gendarme du monde depuis un certain nombre d'années. Et on s'est donc habitué à ça. Pour leurs propres intérêts. Ben, c'est pas gratuit tout ça, on le sait. Mais aujourd'hui, on aurait pu quand même, depuis la fin de la guerre froide, essayer de prendre une certaine distance, essayer de redevenir un tout petit peu lucide sur cette expression qui est apparue de manière éphémère, recherche d'autonomie stratégique au niveau de l'Europe. Bon. Elle en est où, l'autonomie stratégique de l'Europe? Il n'y en a pas, on le sait. Donc, mais, et ce à quoi je crois, moi, je cherche à être optimiste sur ce terrain-là, je ne crois pas qu'on pourra éternellement rouler les peuples dans la farine. Et je pense qu'effectivement, dans un pays tel que la France, qui apparaît comme affaibli, avec des gens qui sont pas trop sur le terrain, on va s'y mettre pour retrousser les manches et affronter tout ça. Il n'y en a pas qui s'auto-missionnent. Il faudrait qu'il y en ait plus, justement. Mais ça commence à apparaître. Je dirais le vent qui commence à souffler légèrement, la brise qui commence à souffler légèrement, c'est des gens qui s'auto-missionnent. C'est des gens qui commencent à créer des réponses, déjà dans la réindustrialisation, qui commencent à créer des réponses déjà au niveau syndical. Dans les médias? Alors dans les médias, c'est pas encore le cas, hein. C'est-à-dire que là, il y a du boulot, comme on dit. Mais déjà, sur le plan économique, ça c'est important. On parlait de l'agriculture, on voit des gens qui changent
de posture. On voit des gens qui se mettent à réfléchir. On voit même des gens qui se mettent à se parler alors qu'ils ne se parlaient pas. Là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui est très important. Et je ne peux que reciter, parce que ça m'a fait vraiment du bien, moi, de vivre ça, cette fameuse réunion à l'université de Nanterre. 600 étudiants en face. Et quand on leur dit « Vous n'êtes pas des sous-étudiants d'une université populaire, vous êtes la force qui doit constituer une nouvelle France pour créer quelque chose, pour aller de l'avant. » Et ça, quand je vois, à ma grande surprise, non pas un petit applaudissement privé, discret, mais une ovation, et là c'est pas Arbulot, on s'en fout d'Arbulot, c'est une ovation à l'idée qui est émise. Là, je me dis, à mon époque maoïste, on parlait de mouvement de la jeunesse, d'accord. Là, je dis, alors c'est pas un mouvement de la jeunesse maoïste, mais il y a un mouvement de la jeunesse potentielle qui veut exister, qui veut pas se faire détruire, qui veut pas rentrer dans un engrenage, qui veut vivre sa liberté existentielle. Non mais vieux, ils sont une poignée. Faut te réveiller là. Oui, mais attention à la... C'est pas des lunettes roses de j'ai envie de non, voir ça émerger. non. Attention Je le charrie, je fais exprès. à la poignée qui a cette consistance. Quand il s'agit de sauver sa peau, son âme, son envie de vivre, sa soif de vie, les minorités agissantes qui vont se mobiliser pour sauver leur soif de vie et pas pleurer sur le taux de CO2 simplement ou le passage du véhicule. C'est important le taux de CO2 quand même. Mais j'ai dit pas seulement sauver sa soif de vie, son envie de vivre. Là, il y a quelque chose. Là, il y a quelque chose. Et tu me posais la question tout à l'heure, mais à l'EGE, il y en a combien qui portent ça? Quel profil, combien ça coûte, et ainsi de suite. On sort, on est une toute petite structure, on est à 350, 370 étudiants par an. Bon. Combien l'année par tête de pipe? C'est entre 8 000 et 12 000 euros, parce que plus tôt on s'inscrit, moins on paye. T'as baissé tes tarifs? Pardon? T'as baissé tes tarifs? On n'est pas cher, on les augmente pas. D'ailleurs, on nous dit, mais attendez, ça fait 20 ans que vous êtes premier à un certain classement. Alors oui, le classement est bidon, il n'est pas si bidon que ça, et on n'augmente pas nos tarifs. Ben non, on ne les augmente pas. Et on fait mieux même, alors je ne vais pas te jouer le commercial, je ne vais pas citer de marque, mais sur les formations exécutives, donc pour les pros, on rajoute une centaine d'heures à la formation. On approfondit les choses. Pourquoi? Parce que cette idée initiale de l'école de guerre économique, c'est de garder un cap. Et le cap, c'est d'être utile à un pays, autant que faire se peut. Le GE, jamais aucune structure ne l'a aidé en 26 ans. Alors on va dire, super, vous êtes indépendant. C'est un énorme point faible pour certains. Vous n'avez jamais été aidé, mais vous êtes qui alors? Eh bien, on est ce que le King's College dit. On a inventé un truc avant les British, quoi. Cocorico. Pour une fois. Bruno Le Maire, il est bien conseillé. On voit beaucoup de ministres... Pourquoi tu fermes les yeux comme ça? Elle me fait pas marrer. Hein. Donc, on voit nos politiques faire de la gestion de panique, de la gestion de panique avec le Covid, de la gestion de panique avec la guerre en Ukraine, de la gestion de panique à chaque fois. Est-ce que quand on en arrive à ne faire que de la gestion de panique, c'est qu'on est en short et en tongs? En tout cas, je dirais qu'on est dans la jet society mentale. C'est quoi la jet society mentale? C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément... on peut porter un col roulé de temps en temps, mais on n'est pas forcément en short et en tongs, quoi. C'est-à-dire, on n'a pas envie de rentrer dans tout ce qu'on vient d'évoquer depuis le début. Parce que c'est pas marrant. Parce que ça veut dire qu'il va falloir trimer.
Parce que ça veut dire qu'il va falloir prendre des risques. Mais je vais prendre la défense de Bruno Le Maire. Annoncer la couleur tout de suite avec les informations que nous, on peut avoir. Mais les Français, ils vont se pendre où il y a la révolte, la révolution, ils vont demander des comptes directs. Donc moi je vais dire, je remercie Bruno Le Maire et je remercie Emmanuel Macron. Ils nous offrent des vacances avec de la dette. Ils font de la gestion de panique avec de la bobologie, avec du nudge sur la population. Et merci les gars. Je sais pas si ça... Mais il y a un petit détail quand même dans tout ça. C'est pas pour rien que je parle de Jet Society. T'as pas à oublier que la Révolution française, elle commence une révolte contre les privilèges. Et ceux qui ont faim, à un moment donné, ils lèvent les yeux. Et ils regardent quoi? Ceux qui ont des privilèges. Et là, en ce moment, le véritable moteur de l'histoire qui peut se mettre à commencer à faire un peu de bruit, c'est l'estomac. C'est l'estomac qui fait lever les yeux vers ceux qui ont des privilèges. Et la faille, elle est là. Et c'est la raison pour laquelle je dis qu'il est urgent que le pouvoir politique assume enfin ses responsabilités, c'est-à-dire, phase de la stratégie, commence un peu à reprendre un minimum de distance et oublier cette dépendance quasi automatique qu'on a vis-à-vis notamment des États-Unis, prendre des risques. Dire on va mettre à genoux l'économie russe au début de la guerre en Ukraine, c'est pas prendre un risque. C'est simplement risquer de se tromper. Mais c'est surtout exciter les autres en face. Et franchement, entre autres, quand on a vu les déclarations, je suis désolé, quand on a vu les déclarations de Bruno Le Maire, on s'est dit mais allô, tu sais que tu es au courant qu'ils sont bien entraînés pour sortir de Swift, qu'ils ont mis de l'or de côté, des munitions de côté, qu'ils sont préparés à sortir d'Internet. Et là, t'entends Bruno Le Maire sortir ça, mais il n'y a pas quelqu'un qui lui retire le micro. Il se fait recadrer par Medvedev dans la foulée. C'est quand même dramatique. Mais c'est parce que on parlait de guerre cognitive, guerre économique, guerre de l'information. Il n'y a pas ce logiciel-là. Je ne suis pas sûr que Bruno Le Maire sache qui il a en face au niveau de l'épaisseur historique de l'Union soviétique et de la Russie. Tu m'as fait peur, j'ai cru que tu allais dire que Bruno Le Maire, t'es pas sûr s'il a un logiciel, tu vois. Non, je ne pense pas qu'il ait cette culture, mais je ne pense pas qu'Emmanuel Macron ait cette culture. Le drame, il est là. C'est-à-dire que quand tu formes des élites pendant des dizaines d'années en disant ce qui compte, c'est le marché mondial, on va créer un système unifié, une mondialisation qui banalise tout ça, on n'y aura plus de guerre, tout va bien se passer, faut pas venir, une fois de plus, après, se dire mais pourquoi n'avait-il pas quand même un minimum de prudence? Il faut des paranos dans la guerre économique. Non, je dirais pas des paranos, parce que les paranos, ça amène toujours des catastrophes. Des vigilants, alors? Des gens vigilants, des gens agiles, des gens réactifs, des gens qui soient pas des psychorigides, qui soient pas dans les stratégies en silo. Moi, ce qui me désespère aujourd'hui, c'est de voir des responsables qui s'abritent derrière des textes pour dire « Ah, c'est pas dans les textes, je ne fais pas ». Mais si ces gens-là, en septembre 1940, ils respectaient la même logique, mais ils ne seraient pas dans la résistance. Ils seraient ailleurs. Et aujourd'hui, il faut être dans la résistance. Une nouvelle forme de résistance. Est-ce que tu as un conseil pour les jeunes avant ça? Est-ce que tu as 3 bouquins à nous conseiller? Conseiller à la communauté. Attends, avant ça, est-ce que tu veux qu'on parle d'un autre truc? Non, ça va. Je crois qu'on a épuisé plein de trucs déjà. Je crois qu'ils doivent être largement... Non, t'inquiète, ils ont un cerveau bien résilient et ça fait bien longtemps qu'ils s'affûtent. Bon, tant mieux. 3 bouquins. Alors, un bouquin d'un auteur que j'aime beaucoup, je l'ai cité, Philippe Masson, parce qu'il est tombé dans les oubliettes. C'est un historien militaire et qui a vraiment L'homme et la guerre. Je crois que c'est hélas un livre d'actualité. Et il faut aller boire à cette source. Ensuite, il y en a un qui s'appelle Jean Leleu,
qui est lui aussi un historien et qui a écrit « Combattre en dictature ». Et pourquoi ce livre? Parce que c'est au moment du débarquement, juin 1944, c'est la Wehrmacht, comment elle réagit. Et on parlait de résilience. L'image que je retiens de ce livre, c'est quand Leleu démontre que ceux qui venaient du front de l'Est et qui arrivaient en Normandie, ils en arrivaient presque à dire qu'ils venaient d'un front facile. Parce qu'il y a cette image d'une compagnie allemande qui voit arriver 20 bombardiers, qui se dit c'est pas pour nous, c'est pour derrière, et qui se prend les 20 bombardiers. Et qu'après, il y a une deuxième vague, et c'est 40 bombardiers. Et après, il y a une troisième vague, et c'est 100 bombardiers. C'est-à-dire que là, Leleu, il nous remet en perspective la réalité de la guerre sous différents angles. Et comment les Allemands arrivent, malgré le fait de se faire déchiqueter la tête, ils sont toujours là, dans le bocage normand. On est dans la vraie vie. Et c'est pas la vie que nous souhaitons, bien sûr, mais c'est voir ça. Et puis il y a un roman, Les abeilles grises. C'est un roman, alors j'ai oublié le nom de l'auteur, mais on va le retrouver, j'espère. J'ai pris mon petit papier, mon anti-sèche. Comme j'ai pas mes lunettes, ça va être génial. Toi, tu fais de l'anticipation. Hein. Il s'appelle Krakow. Et c'est l'histoire d'un type qui vit dans la zone grise du Donbass et il élève des abeilles. Eh bien, ce type-là, c'est un être humain et c'est l'espoir de l'humanité dans la manière dont il vit. Et c'est un super roman parce qu'il y a cette soif de vivre dans un rapport d'un homme qui élève des ruches d'abeilles et qui va d'un bord à l'autre. Est-ce que tu as un conseil pour les jeunes générations? Une bouteille à la mer. Moi, la première fois qu'on s'était vu, je parlais d'aventure humaine. Eh bien, l'espoir des jeunes générations, c'est que cette expression-là, il faut qu'ils la traduisent dans les faits et surtout qu'ils comprennent que la soif de vivre, c'est ça le but d'une vie, la soif de vivre. Christian Orbulot, merci